J'ai déjà été introduit. Je vais commencer tout de suite. Donc, je me représente, je m'appelle Alexis Mercier, puis j'étudie à l'Université Laval. Je vous présente aujourd'hui un projet qui constitue mon projet de maîtrise et qui s'inspire, qui reprend un peu le projet pensé pour aller en chercher des parties plus précisément, puis qui s'inscrit aussi justement dans un projet qui est financé par le RQSPAD. Donc, pour commencer, j'aimerais commencer avec des définitions juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand je parle de soins palliatifs périnataux, je parle ici de soins dédiés à la santé des fœtus, des enfants toujours dans leur mère, ayant reçu un diagnostic à pronostic réservé, coordonné avec une approche de soins pour les parents qui reçoivent une telle annonce qui peut être une expérience assez bouleversante. Puis par diagnostic à pronostic réservé, plus précisément, on peut parler ici d'un diagnostic d'une condition médicale fœtale liée à l'évolution d'une maladie ou encore de l'évolution de lésions pour laquelle un espoir raisonnable de rémission est absent. Ces définitions-là viennent de vous. Donc, quand on peut parler un petit peu du problème, finalement, on a un nouveau-né sur 25 au Canada qui est affecté par différentes anomalies congénitales qui vont, selon leur gravité, causer du tort aux enfants. C'est une première cause de mortalité infantile, puis peut se décliner de différentes manières. On peut parler de syndrome de Down, des trisomies. On peut aussi parler d'anomalies du tube neural, des cardiopathies et d'autres malformations, j'en passe. Il y a à partir de là 4 options de traitement qui peuvent être mises de l'avant bien souvent. C'est des options qui en comportent d'autres elles-mêmes, mais on peut parler entre autres d'interruption médicale de grossesse, de soins curatifs à la naissance, de soins in utero carrément, ou encore de soins palliatifs périnataux. Donc, il y a plusieurs enjeux éthiques qui peuvent se présenter lorsque les parents veulent se prémunir de soins palliatifs périnataux. Puis ces enjeux-là peuvent être présents chez les parents comme chez le personnel soignant ou provenir de ceux-ci directement dans leurs convictions, dans leur façon d'agir. Les spécialistes peuvent parfois prendre beaucoup de place dans la prise de décision quand vient le temps de choisir une avenue de traitement, puis ça peut causer différents enjeux chez les parents, que ce soit avec un consentement qui soit libre et éclairé ou dans d'autres contextes aussi. Le personnel infirmier lui-même peut être un agent de changement vraiment dans l'accompagnement des familles vers une optimisation des soins, puis de l'accompagnement de ces familles-là dans la prise d'information, la prise de décision, puis ensuite dans leur cheminement de deuil. Mais de ce que j'ai observé dans ma revue de littérature, il y avait peu de connaissances empiriques sur le rôle précis du rôle infirmier dans un contexte de soins palliatifs périnataux. Donc, c'était là l'intérêt de cette recherche. Donc, l'objectif général de ma recherche était de décrire les enjeux éthiques dans un contexte parental, dans les différentes étapes du processus que vivent les parents à partir du moment où est-ce qu'on reçoit l'annonce d'un diagnostic à pronostic réservé jusqu'à la fin de la vie de l'enfant. Ces étapes-là étant séparées en 4 de ce que j'ai décidé de faire, soit l'annonce, la prise d'information, la prise de décision et la transition, donc suivant la prise de décision jusqu'à la fin de la vie de l'enfant. Les objectifs spécifiques de leur côté portent sur la description de l'expérience parentale dans un contexte tel, de souligner les enjeux éthiques qui se trouvent aux différentes étapes et de mettre en lumière la contribution du personnel infirmier. Donc, pour ça, cette recherche de devis qualitatif descriptif-là cherchait à venir prendre le vécu de différentes familles ayant reçu un diagnostic anténatal à pronostic réservé et qui avaient recouru ou non aux soins palliatifs périnataux. Donc, c'est un échantillonnage raisonné qui a été fait auprès d'organismes de soutien québécois pour le deuil périnatal. Et à partir de ces organismes-là, on a réussi à aller recruter 13 familles, donc 12 femmes, 1 homme qui ont été pris en entrevue. Donc, des entrevues semi-dirigées qui duraient de 45 à 90 minutes, enregistrées puis par la suite retranscrites verbatim pour une analyse thématique inductive subséquente. Il y avait également un journal de bord des personnes qui faisaient les entrevues pour colliger des données qui sortaient un petit peu du cadre des questions, aller chercher des expressions, des éléments qui étaient peut-être de non-verbal, qui pouvaient aller chercher des données encore plus riches dans un contexte comme ça. Donc, on a triangulé ces données-là, des verbatims et des journaux de bord. On a fait une analyse qui est toujours en cours, là, on est dans la 3e vague de codage. Puis, on a fait une analyse thématique inductive à partir de laquelle on a cherché des thèmes aux différentes étapes pour en sortir beaucoup de belles données. Puis on a fait ça à partir du logiciel InView. Donc, différents enjeux éthiques. Je vais décortiquer ça en différentes étapes, comme je l'ai dit plus tôt.
Dans l'annonce, 3 enjeux qui étaient principalement dénoncés par les parents. Puis ici encore, on parle d'enjeux éthiques ici décrits par les parents, donc c'est pas toujours la définition la plus claire et précise de qu'est-ce qu'un enjeu éthique, mais de leur vécu à eux. On peut parler d'enjeux d'accompagnement des parents lors de l'annonce. Donc, on parle ici de parents qui reçoivent des annonces, parfois en l'absence de leur conjoint-conjointe. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis de l'avant, apporter votre conjoint s'il est possible, ou encore pour le retour à la maison, est-ce qu'on avait quelqu'un pour nous consoler à la maison, pour avec qui on peut être là? Est-ce qu'on va être seul chez soi dans son anxiété puis dans sa tristesse? Donc, ça, c'est un enjeu qui a été dénoncé. On peut parler aussi de manque de disponibilité du professionnel. On a un système très occupé, évidemment, en périnatalité. Puis quand vient le temps par exemple, de faire des différents examens, bien, on peut avoir plusieurs personnes dans une journée qui viennent pour une échographie. Donc, ces rencontres-là prennent du temps. Les professionnels sont là, mais on aimerait parfois avoir un petit peu plus. Puis ces parents-là sont un peu démunis à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui ont été dénoncés par certains. Puis il y a aussi un moyen de communication parfois inadéquat dans la transmission de l'annonce. On peut parler d'annonces faites au téléphone pour certains parents, ce qui a été assez marquant, vous le comprendrez. Puis j'avais d'ailleurs un extrait ici là, du couple 3 que j'ai rencontré. Donc on voit par la manière qu'elle approche, elle me l'a annoncé juste comme ça au téléphone. C'est quelque chose qui l'a pris par surprise, puis évidemment qui n'était pas une surprise très agréable. Dans la prise d'information et de décision, on peut penser à d'autres enjeux qui touchent, par exemple, à la présentation ou non de toutes les avenues de traitement. J'en ai nommé 4 tout à l'heure, mais parfois, on pensait à seulement 2 avenues qui étaient présentées aux parents. C'est certain que ça dépend toujours de la condition médicale qui affecte l'enfant, mais il y a parfois des avenues qui étaient bonnement pas explorées. Je pense aux soins palliatifs périnataux, entre autres, qui étaient parfois pas abordés du tout par les spécialistes. La transparence et l'objectivité du professionnel ou des professionnels rencontrés. Des fois, ça va être une opinion personnelle qui va teinter les informations transmises aux parents par la suite. J'avais d'ailleurs un extrait qui désignait ça, justement. L'interruption médicale de grossesse n'avait pas été abordée plus que ça, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui provenait peut-être de la spécialiste à ce moment-là. Puis il y a également des délais dans la prise de décision qui sont souvent très courts. On peut parler de quelques jours à quelques heures, parfois pour certaines familles qui ne veulent pas dépasser la 24e semaine de grossesse, suite à quoi on doit rencontrer un comité d'éthique. Puis il y a beaucoup de pression qui est mise sur les parents pour prendre cette décision-là avant la 24e semaine. Donc, c'est un enjeu également. Puis la volonté des parents de connaître leur enfant et l'acharnement thérapeutique sont parfois mis aux opposés. On a des parents qui veulent parfois poursuivre leur grossesse, mais qui ne veulent pas non plus occasionner de la souffrance à leur enfant. Puis peut-être que les options de chirurgie à la naissance, qui peuvent s'avérer assez lourdes pour les enfants, sont quelque chose qui leur met un petit peu dans le choix de cette option-là également. Dans la période de transition, finalement, on a des remises en doute parfois du choix effectué par les parents, que ce soit par les proches, que ce soit par certains professionnels également. Un suivi physique et psychologique qui est parfois partiel ou même absent dans certains cas, des familles qui se retrouvent carrément laissées à eux-mêmes suite au décès de l'enfant. Puis une reconnaissance du père qui est parfois pas présente. Je pense ici à une famille qui me parlait comme quoi on avait une mère qui est revenue avec un papier décrivant le fait qu'elle a accouché et qu'elle a perdu son enfant, quand son conjoint de son côté a reçu un papier qui disait comme quoi il avait accompagné sa femme à l'hôpital. Puis ça a été tout, ça a été la fin de l'histoire, donc pas de congé. Le père est retourné au travail suite à cet événement-là, qui reste un deuil quand même. Le rôle infirmier, si j'en parle en termes plus larges, le rôle du personnel se décline en 3 rôles principaux. On peut parler d'apport d'information, d'encadrement dans la prise de rendez-vous, puis aussi la suite des choses, finalement, la liaison avec le CLSC après l'accouchement, etc. Et finalement, le réconfort qui était, si je reprends les termes du couple 9 ici, étaient des vrais piliers tout au long du processus. Donc, c'est quelque chose qui était mis de l'avant également. Donc, pour ce qui est des enjeux identifiés par les parents, on peut parler ici de respect de l'autonomie, des enjeux de consentement libre et éclairé aussi dans la présentation des choix, puis qu'est-ce qu'on sait pour prendre des décisions au meilleur de nos connaissances. Des enjeux de non-malfaisance et d'acharnement thérapeutique, d'éthique relationnelle dans la reconnaissance du rôle des conjoints et du deuil des familles. Et pour ce qui est du rôle infirmier, il y a une place plus grande qui pourrait être prise auprès de ce personnel-là plus précis, que ce soit entre autres dans la transmission
d'informations pour avoir un choix qui soit plus mis de l'avant, je veux dire, plus fréquemment. Et finalement, on a des besoins qui seraient plus présents, qui pourraient être mis de l'avant, finalement, et comblés dans l'accompagnement et les soins globaux des familles. Je m'excuse, je vois qu'il me manque de temps. S'il y avait quelque chose à dire sur les soins palliatifs périnataux, c'est que malheureusement, on n'a pas pu recruter de familles qui avaient opté pour cette option-là. C'est un petit bassin de familles qui se prémunissent de cette option-là. Puis parmi les familles qu'on a recrutées, on n'a pas pu aller chercher de ces personnes-là, malheureusement. Donc, je viens ici mettre des citations qui ont été recueillies à partir de Radio-Canada avec la marche pour le deuil périnatal qui s'est déroulée cette fin de semaine à Québec. Ça fait beaucoup écho aux choses que j'ai entendues moi-même dans les entrevues. On peut parler d'un choc, d'une vraie épreuve qui va être souvent la plus difficile de la vie de ces familles-là, puis aussi de quelque chose qui perdure dans le temps, puis d'une présence de cet enfant-là qui va perdurer dans le temps. C'est des enfants qui restent dans la famille, puis d'où toute l'importance de prendre en considération cette étape-là qui est souvent cruciale chez les familles, puis les accompagner au meilleur de notre capacité pour alléger ce deuil-là qui va accompagner ces familles-là toute leur vie. Donc, je trouvais ça ça faisait un beau parallèle avec ma recherche. Donc, merci beaucoup à Sandrine Aigues-Desloyer et Lydia Lamontagne, ainsi qu'aux organismes subventionnaires. Voici mes références. Merci beaucoup.